Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et Marie-Lou. Et aujourd'hui, comme sujet principal, on vous parle des événements ludiques qu'on a assistés dernièrement, soit le salon du jeu de société, le salon du jeu et du jouet et le grand bazar de la revanche. On continue ensuite avec nos expériences de jeu, notre magasinage, un projet québécois qu'on a à vous présenter et on a une nouvelle section dans cet épisode. On va répondre à des questions qui nous ont été envoyées par des auditeurs. Pour commencer, le salon du jeu de société qui avait lieu à Montréal, la fin de semaine du 19 et 20 novembre. Nous, on est allés le samedi, le 19. Donc, c'était pas au même endroit que l'année passée. C'était dans un endroit quand même beaucoup plus grand. C'était au collège Maisonneuve. L'année dernière, je pense, c'était dans une salle communautaire, si je me trompe pas. Centre La Jeunesse, quelque chose comme ça. C'était beaucoup plus petit, plus bruyant l'année dernière. Puis même cette année, il y a eu beaucoup plus de monde. À ce que j'ai entendu dans les échos lorsqu'on était au salon. Et c'était beaucoup moins bruyant, on s'entendait très bien, puis c'était vraiment plaisant comme endroit comparé à l'année dernière. C'était moins écho probablement, là. Je sais pas si c'est cet effet-là qu'il y avait. Puis toi, Marie-Lou, c'était quoi ton impression par rapport à l'année passée? Comment t'as trouvé la différence de local? Une grosse amélioration, c'est certain. C'était pas mal moins renfermé, là. Puis pour un événement gratuit, ça m'a surpris qu'il y ait un aussi beau local. Franchement, là, c'était vraiment bien organisé. Puis il y avait de l'espace en masse, plus de kiosques, plus de toutes sortes de places qu'on pouvait essayer des jeux. Là, c'est super bien. Ouais, il y avait de l'espace en masse. Disons, comment c'est organisé un peu, c'est que chaque, mettons, la récréation avait leur petit kiosque pour aller jouer, le valet de cœur, le Randolph, donc les boutiques de jeux, les places pour jouer, les pubs ludiques avaient leur place pour jouer, pour essayer des jeux qu'eux autres proposaient là, sur les tables, puis il y avait des animateurs pour venir leur expliquer les jeux. J'ai trouvé que c'était bien aussi côté animation. Là. C'était pas long qu'il y avait quelqu'un qui venait nous voir pour nous expliquer les jeux, puis il connaissait bien les jeux, là, la sélection qu'il y avait. Là. C'était vraiment le fun pour ça. Non, c'est vrai. Ça m'amène à parler de la première place qu'on est arrêté au Randolph pour jouer. On a essayé Tiki Topple qui nous intriguait la boîte avec les petits totems, puis le jeu était justement sur la table, donc c'était intéressant ça nous intriguait les deux, les petits totems qu'on voyait. Donc on a décidé d'aller l'essayer, puis comme Marie-Lou disait, on s'est assis, j'ai essayé d'ouvrir les règlements, mais il n'y avait pas beaucoup de règlements, mais on a quand même eu un animateur tout de suite qui est venu nous expliquer les règles, donc ça nous sauve un peu de temps aussi dans ce genre d'événement-là. C'est le fun de faire le plus de choses possible en le moins de temps, parce qu'on sait que le temps est assez compté. Puis moi j'ai bien aimé Tiki Topple, j'ai de la misère avec le nom, là, mais j'ai bien aimé ce petit jeu de pas bluff, mais c'est plus il y a un peu de bluff quand même dans le jeu, parce que tu joues des cartes. Dans le fond, en gros, le jeu, on a une suite de totems et on va avoir une carte objectif au départ qu'il faut avoir. Il faut placer un totem en numéro 1, un totem en numéro 1 en numéro 2, puis un totem en numéro 1, 2 ou 3. Et ça nous donne des points. Donc, si on réussit à placer lui qu'on doit placer absolument en premier, ça nous donne, je pense, 9 points. Le deuxième, si on le réussit à placer en deuxième, ça nous donne 5 points, quelque chose comme ça. Et on va avoir des cartes en main d'action. Donc, déplacer un totem d'une case en avant, de 3 cases en avant, d'en ramener un en arrière ou d'éliminer un en arrière. Donc, vraiment, il faut se souvenir de les cartes que notre adversaire a jouées. Parce que ça a quand même une bonne importance, parce que s'il n'y a pas, par exemple, déjà joué sa carte qui ramène le premier totem en haut, en arrière, ça vaut pas la peine d'essayer de pousser. Il va se rendre compte qu'on essaie de pousser telle couleur en numéro 1, puis il va juste nous l'enlever tout simplement. Donc, il peut l'éliminer. Ouais, c'est ça. Faire qu'elle se retrouve en dernier, puis l'éliminer. Puis en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que si elle se retrouve en dernier, c'est assez difficile de le ramener au numéro 1. Oui, ça c'est ça, parce qu'on est quand même limité dans le nombre de mouvements par en avant qu'on peut faire. On a juste une carte de 1, une carte de 2, une carte de 3, si je me souviens bien. Fait que le plus qu'on peut faire, c'est 6. Puis on peut pas les utiliser toutes sur le même. Là, c'est pas de bon sens. Fait que faut se rappeler aussi de quelle carte qui nous reste dans nos mains, parce que des fois, on peut avoir joué
toutes nos bonnes cartes au début puis avoir placé nos totems en bonne position, mais là après ça on peut plus rien faire pour essayer de contrecarrer l'adversaire, ou on peut même être obligé d'éliminer nos propres totems qui allaient nous faire des points parce qu'on est obligé de jouer toutes les cartes qu'on a dans nos mains, là, fait qu'il faut trouver un moment stratégique pour jouer ces cartes-là. Et le seul bémol que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, moi et Marie-Lou, on s'est ramassé avec une carte qui était pratiquement la même. Donc, on se ramassait à avancer les mêmes totems aux mêmes places. Donc, ça faisait un petit peu moins de compétition. On s'est rendu compte que, elle veut faire la même chose que moi. Ouais, c'est arrivé 2 fois. Ouais, c'est ça. Il manquait peut-être un petit peu de variété dans les cartes. Ou pas de variété, mais en fait, qu'il y ait moins de cartes qui se ressemblent trop. Peut-être qu'il y ait moins de cartes tout court. Parce que là, on dirait qu'ils ont essayé de faire toutes les combinaisons possibles, mais qu'il y en a qui se ressemblent. Il y en a qui se ressemblaient beaucoup, puis ça créait moins de compétition. Mais j'ai eu une très bonne impression de ce jeu-là. Franchement, pour un petit jeu familial comme ça, il était assez intéressant au niveau stratégie. Puis je pense que je l'aurais pas connu autrement, parce que quand on regardait la boîte, c'est tout écrit en caractère asiatique, là. Je sais pas c'était quel langage exactement, si c'était du chinois. Ça devait être la version, mais en tout cas, je me suis dit, mon Dieu, j'ai jamais vu ça, ce jeu-là. Ça doit venir d'ailleurs. Donc, très belle découverte. Puis j'ai vu... il y a des gens qui ont visité le salon puis qui l'ont acheté, qui nous ont envoyé ça en commentaire. Puis après, je me suis dit, on aurait peut-être dû l'acheter, ça. Ouais, c'est vrai qu'il était bien le fun. Puis je trouvais les composantes, les petits totems, c'était vraiment... C'était une belle petite composante. Très attirant comme jeu, coloré. Vraiment super cool. Ouais, je sais pas si on a la même problématique à 4-5 joueurs d'avoir les mêmes cartes, puis là, d'avoir moins de compétition, mais... Je pense que ça peut se régler, comme on disait. Je pense que tu élimines ceux-là qui se ressemblent trop, puis tu fais un paquet peut-être juste de cartes assez différentes, puis ça peut-être ça donnerait plus de compétition, mais bon, c'est sûr qu'on l'a juste essayé une fois. Là, fait que... À 2, c'est sûr que c'est un problème parce qu'on est vraiment en compétition, mais à plusieurs, il peut même se former des équipes. Là, s'il y en a plusieurs qui ont des objectifs qui se ressemblent, ils vont comme s'aider entre eux autres, puis il peut y avoir d'autres mondes qui essayent de leur nuire. Là. Ça peut être quand même drôle. Là, quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui a les mêmes objectifs que nous à plusieurs. Ça peut être un élément positif, mais à 2, c'est sûr que ça ruinait un peu le fun. Là. Ouais. En tout cas, mais ça a été quand même une belle découverte, pareil. Oui. Donc, c'était Tiki Topple qu'on a essayé aux tables du Randolph Pub Ludique. Puis après ça, on s'est déplacé vers la zone proto. Et là, on a accroché tout de suite en partant sur V-Dimension, qui semblait très attirant, avec le gros plateau de jeu. Déjà là, puis il y avait beaucoup de cartes. Dans le fond, c'est un jeu où chacun incarne une faction, puis il y a plusieurs façons de faire de gagner la partie. Il y a un peu de contrôle pas nécessairement du contrôle de territoire, mais un peu... Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas nécessaire. Chacun a son territoire, mais il faut pas qu'il se le fasse prendre. Il faut pas qu'il se le fasse détruire. Donc, c'est un peu de protection de territoire. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre, mais c'est comme des tuiles qui sont placées sur un plateau. Fait que ça donne l'impression d'être un territoire qu'on va chercher, mais il y a pas tant d'aspects stratégiques dans quel territoire on va chercher. En tout cas, tout ça pour dire que là, on commence à regarder ça. Puis c'est un jeu, je pense, qui est... son créateur qui nous disait c'est à peu près 45 minutes par joueur. Puis là, on parle un peu, il nous explique un peu son jeu brièvement. Puis je lui demande est-ce que je peux regarder un peu les cartes. Là, je commence à regarder un peu les cartes. Ça m'intéressait de voir un peu c'était quoi le style de jeu. Puis là, il y a quelqu'un qui voulait jouer. Puis on dit nous autres aussi ça nous tente de jouer. Fait qu'on a commencé une partie. En fait, on a fait une partie au complet qui a duré 3 heures avec 2 autres personnes. Mais moi, j'ai bien aimé cette première partie-là. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails encore, Marie-Lou, sur le jeu, là, comment ça se joue en gros, là? C'est un jeu où à chaque tour, on choisit une action qu'on veut faire. Il y a plusieurs options parce qu'il y a différentes façons de gagner, comme tu disais. Donc, je me souviens, là, il y en a plusieurs. Il y a 5 en fait, c'est ça le nom du jeu, 5 dimensions. Donc, il y a 5 façons de gagner. OK. Je me souviens plus s'il y a 5 actions ou s'il y en a plus que ça, là, mais on peut décider de faire une fouille. Ça veut dire qu'on lance un dé, puis ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose qui va nous aider plus tard dans la partie. Exemple, piger des cartes ou aller chercher des éléments qui vont nous permettre d'avoir des pouvoirs spéciaux par la suite. Ou je pense que c'était pas mal ça. Selon le chiffre sur le dé, ça me donnait un différent élément.
Ensuite, on pouvait décider de faire une attaque sur un territoire avec nos cartes. On pouvait décider d'avancer des technologies si on avait assez d'expérience. Le dé, c'est ça pouvait donner aussi de l'expérience. On pouvait choisir d'essayer d'avancer sur une track là, de pèlerinage qu'il appelait. De pèlerinage. C'est comme une progression. Il fallait progresser de case en case dans un ordre déterminé. Puis à chaque fois, il y avait comme un petit défi à faire. Puis il fallait réussir le défi pour passer à la case suivante. Puis si on se rendait à la fin de la track, on gagnait la partie automatiquement. Sinon, je me souviens plus s'il y a d'autres choses, là. Ouais, ça ressemblait pas mal à ça. Je pense de l'attaque... on pouvait en fait jouer nos cartes. Dans le fond, il fallait se jouer un leader, un avatar de notre main pour l'avoir en notre possession qui, lui, peut attaquer. Puis il fallait jouer aussi de notre main des minions qui, eux, défendaient notre territoire. Puis aussi une autre carte... Ouais, il y avait comme des technologies aussi qu'on pouvait jouer. Puis on pouvait construire des bâtiments aussi pour avoir d'autres pouvoirs spéciaux. Ouais. Donc, en gros, comment on pouvait gagner ce jeu-là? Comme je disais, c'est 5 dimensions. Il y a 5 façons de gagner. La première façon, c'est de... lorsque un des joueurs est détruit complètement, que tout son territoire est détruit, c'est le joueur qui reste le plus de territoire en sa possession, qui a réussi à protéger, qui gagne la partie. Il y avait aussi, si un des joueurs finissait le pèlerinage, là, toutes les missions, pas les missions, mais les défis qui étaient remis à lui. Il y avait aussi une façon de gagner si on avait une pile de cartes qui était notre vie un peu d'une certaine façon. Fait que si un joueur... Notre deck de départ. Notre deck. Si un joueur avait plus de cartes complètement, le joueur qui restait le plus de cartes dans sa pile était gagnant. Mais ça, j'ai pas vu comment ça pouvait vraiment arriver. On s'est pas rendu proche de là tout. Puis en fait, c'est toi qui décides un peu d'aller piger des cartes. Fait que il y a peut-être un peu de mission sur le pèlerinage qui te faisait perdre des cartes, mais pas tant que ça. Donc c'était plus facile à contrôler, je pense, de pas essayer de mourir là, d'une certaine façon. Là. Ça dépend peut-être c'est quoi ta faction. Là. Moi, la mienne, elle me permettait d'aller rechercher des cartes que j'avais discartées, mais il y en avait un autre joueur qui jouait avec nous, une autre faction. Celui, je me souviens qu'il fallait souvent qu'il discarte des cartes. Ah, ok. Ça se peut que ça soit ça qui fait perdre un peu plus que d'autres. Là. Mais celle-là semblait moins propice à arriver souvent. Là. Ouais. C'est juste pour pas que ça dure 2 jours. Ouais, non, c'est ça. En fait, une autre façon, une 4e façon qui était la victoire technologique. Oui, c'est ça. C'est si tu réussis à compléter toutes tes technologies, tu gagnais. Et la dernière façon de gagner, c'était de construire ces 5 bâtiments technologiques qui proclamaient une victoire technologique qui semblait assez difficile aussi. Oui, parce qu'il faut garder au moins 5 territoires pour pouvoir mettre tous ces bâtiments. Puis déjà là, garder des territoires, c'est pas toujours facile. C'est quand même difficile. Puis ce qui était difficile à gérer, j'ai trouvé dans la partie qu'on a jouée, c'est que faut essayer d'enlever des territoires aux autres, mais il faut aussi défendre ses propres territoires. Il y avait un joueur qui restait presque plus de territoire, donc on voulait tout essayer de l'achever pour gagner, mais c'était pas juste de réussir à l'achever pour gagner, il fallait qu'on soit le joueur à qui il reste le plus de territoire, puis on était pas mal tous à égalité, là. Donc c'était ça qui était difficile, parce que là, il fallait essayer de se trouver une façon de faire réduire ceux qui étaient égaux à nous, puis après ça, d'attaquer l'autre, mais là, on se faisait attaquer aussi en même temps, fait que c'était vraiment les attaques sur les territoires là, qui étaient importants dans la partie qu'on a jouée. Là. Puis vu qu'on était justement à 4, on pouvait se faire attaquer de pas mal par tous les autres joueurs, donc ça devenait quand même assez difficile. Là. On était dans le fond, comme Marie-Lou disait, il y avait un joueur qui avait moins de tuiles, qui restait à protéger, mais on était les 3 autres joueurs qui s'entretuaient pour essayer d'avoir le plus de tuiles. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Cet aspect-là du jeu. Je trouvais aussi de façon générale, en fait, au début de la partie, ça semblait assez lent à démarrer. C'était quasiment juste du lançage de dés pour réussir à aller chercher des cartes, parce que des cartes, c'était une à la fois au départ. Puis il y avait le lançage de dés nous fait aussi, la fouille nous permettait aussi d'aller chercher des éléments qu'on plaçait dans notre mine. Puis ça pouvait nous donner des actions spéciales ou des pouvoirs spéciaux qui étaient assez intéressants, mais je sais pas si tu as trouvé ça aussi, là, que c'était quand même lent à démarrer au départ, mais une fois que c'était démarré, on commençait à plus être dedans, mais c'était quand même difficile à chaque tour parce que c'était une action par tour, donc
c'est pas comme un jeu, je pense que c'est ça que tu me disais, Marie-Lou, que des fois on a l'impression dans un jeu, on veut pas faire des actions qui sont inutiles, mais dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'actions qui vont se faire, il y a beaucoup de tours qui vont se jouer, il y a pas beaucoup de temps mort quand même, là, ça roule quand même assez bien, même si le jeu dure 3 heures, là, c'est ce que je trouvais. Là. C'est rare que ça m'arrive, mais je prenais vraiment plus de temps pour réfléchir que tout le monde, puis c'était parce que justement j'avais l'impression qu'il fallait que tout ce que je fasse à mon tour me rapporte, comme dans d'autres jeux qu'on joue, là, que il faut vraiment penser à qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il y aura pas il y aura pas 10 tours là, chaque tour est important, tandis que celui-là, ben c'est ça, des fois faire une fouille, lancer un dé, avoir un bonus, ça peut être juste de piger une carte, fait que c'est sûr qu'on s'en va pas loin avec ça, là, fait que ça peut arriver plusieurs fois dans la partie qu'on va juste faire une fouille puis ça nous avance pas à grand chose tant que ça. Si on va chercher une carte, ben on peut même pas la jouer ce tour-ci, fait qu'il faut attendre au prochain tour, fait que ça fait 2 tours, mais les tours, comme on disait, vont assez rapidement, sauf quand il y a des combats, ben ça dure peut-être 1 minute, 2 minutes pour un joueur, là, c'est juste des lancers de dés. Ce qui est intéressant dans le jeu, il faut comprendre qu'il y a de la chance, mais on contrôle, pas on contrôle sa chance, mais on augmente ses probabilités de réussir soit des attaques ou de la défense avec nos avatars qui ont de meilleures statistiques. Et comment qu'on utilise les avatars qui ont de meilleures statistiques, c'est en augmentant nos technologies qui, eux, sont requises par certains avatars qui ont de plus grandes statistiques. Là. Ça, je trouvais ça intéressant de développer un peu de tout. Puis ça s'est vraiment bien passé à comprendre tout ça. Et aussi, à la fin de la partie, justement, il y avait un joueur qui avait quasiment fini sa technologie. Il était sur le bord de gagner, mais c'était... Puis moi, j'attaquais pour la victoire. J'ai réussi à battre... je pense à tout détruire ton territoire, Marie-Lou, pour réussir à gagner. Puis c'est moi qui avais un petit peu plus de tuiles que l'autre joueur. Mais l'impression que j'ai eue à la fin, c'était quasiment une bataille de dés. C'était lui qui allait réussir à lancer son bon chiffre dans les derniers tours pour réussir à battre. Là. C'est ça que je trouvais à la fin. Mais encore là, comme je disais, vu que j'avais des bonnes cartes, mes probabilités étaient assez élevées que ça me donnait beaucoup de chances de réussir à terminer la partie. Donc il y avait un peu cet aspect-là. Je pense qu'il faudrait que je rejoue là, pour mieux définir est-ce que c'est juste une bataille de chance avec les meilleures probabilités à la fin ou il y a vraiment plus de compétitivité. Là. C'est encore un peu flou dans ma tête cet aspect-là du jeu, là, mais que je pense que j'aimerais ça rejouer parce que j'ai beaucoup apprécié la première impression. Là. Ça doit dépendre entre les parties parce que au départ on était comme moins tentés d'essayer de faire une victoire technologique. On était plus axé sur les territoires parce que justement c'était quand on apprend un jeu, souvent on stick sur une affaire puis on a commencé à s'attaquer puis c'est ça qui est le plus le fun, je pense, mais un joueur pourrait très bien décider que tout ce qu'il fait c'est faire des technologies puis essayer d'avancer sur le pèlerinage sans nécessairement se battre avec les autres joueurs, juste essayer de se défendre pour pas être trop vulnérable puis il pourrait s'assurer d'avoir de l'avancement puis justement pas avoir trop de chance. Là. C'est sûr que dans le pèlerinage, il faut aussi que tu lances des dés pour avancer, mais c'est pas à toutes les cases. Là. Fait que y a moyen de... C'est ça je pense qu'on disait ça aussi après avoir joué, c'est que comme on disait, habituellement dans des jeux, il faut pas se concentrer sur tout, on se concentre sur une affaire, mais là on s'est rendu compte que dans ce jeu-là, même si tu voulais pas faire la victoire de pèlerinage, ça valait vraiment la peine d'avancer de temps en temps pour aller chercher de l'expérience ça donnait beaucoup d'expérience de réussir les défis. Donc ça, c'était quand même assez intéressant de oui, tu peux aller là, mais vas-y pas au complet, mais ça va te donner de l'expérience si t'en fais un peu, puis ça va t'aider à peut-être pousser un peu plus tes autres affaires, peut-être d'augmenter ton arbre technologique qui va vraiment t'aider à mieux te défendre parce que tu vas avoir des meilleures cartes. Ça, je trouvais que l'arbre technologique était quand même assez nécessaire parce que si t'as pas des bonnes cartes, ça pouvait être très difficile. Là. Je pense qu'il y a un des autres joueurs qui était avec nous qui avait pas nécessairement des très bonnes cartes puis il y a eu de la misère un peu toute la partie. Là. Mais il était quasiment à la fin du pèlerinage à la fin. Oui, mais c'était vraiment serré, sérieusement. Puis on avait tous des types de victoires différents en tête. Là.
Puis, ouais, ça s'est joué vraiment. C'était toi ou l'autre là, qui allait finir son arbre technologique, mais juste quelques tours avant, ben, c'était moi qui étais près d'une victoire de territoire. Puis après ça, je me suis fait rentrer dedans. Ouais. Fait que, à la fin, là, il y avait pas mal d'actions. Puis, j'ai bien aimé aussi mon expérience avec le jeu. Puis, à savoir tout ce que je sais aujourd'hui après avoir joué la première partie, je pense que ma stratégie serait plus intéressante là, à la prochaine. Donc, c'est sûr qu'on va surveiller ça. Le créateur du jeu nous a mentionné qu'il voulait le lancer prochainement, mais il savait pas trop de quelle manière il allait procéder. Si ça allait être sur Kickstarter ou s'il allait essayer de le faire publier par un éditeur. Donc, je crois qu'ils ont une page Facebook. Oui, page Facebook V-Dimension. On va mettre les liens là, sur la page de l'épisode. Et aussi, je pense qu'ils ont un site internet aussi, je me trompe pas, mais tous les liens, je vais les mettre là, pour aller voir ça. Donc, on vous invite à aller voir. Puis je pense que vous pouvez leur écrire si vous voulez l'essayer. Je pense qu'ils font des parties des fois chez eux où ils ont organisé aussi d'autres parties. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ce jeu-là. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand il va sortir composante finale. Parce que c'est encore un prototype. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Les autres, ils prévoyaient pour le printemps, mais on va voir si ça va sortir au printemps. Donc, après notre partie de V-Dimension, qui a quand même duré un bon 3 heures, on a décidé pour le reste de notre journée au salon de se concentrer plus sur des petits jeux. Donc, on est allé à l'espace de Îlot 307 et on a essayé Miniville, qui est un jeu qui se joue avec des cartes et des dés. Les cartes représentent des bâtiments, puis le but du jeu, c'est de construire 4 bâtiments spéciaux. Mais il y a aussi d'autres bâtiments là plus normaux qu'on peut construire. Puis, dans le fond, construire des bâtiments, ça va servir à gagner de l'argent, parce que quand on a construit un bâtiment et qu'on lance le dé, si la valeur du dé correspond avec un bâtiment qu'on a déjà construit, on va faire de l'argent. Là. Il y a différents pouvoirs à ces bâtiments-là, on peut en faire plus ou moins. On peut aussi décider de construire plusieurs fois le même bâtiment pour faire plus d'argent quand on tombe sur ce chiffre-là. Donc c'était assez sympathique et très simple. Mais niveau stratégie, c'était pas... faut se fier un peu aux probabilités, parce que c'est sûr le 7 va arriver plus souvent si on lance 2 dés, mais ça reste, c'est des probabilités. C'est vraiment de la chance. Il fallait juste s'assurer d'avoir un peu de tout pour faire de l'argent un peu n'importe quand. Mais à part ça... C'était pas mal lancer des dés, on a été un peu déçus. Là. On avait entendu des bons commentaires sur ce jeu-là, mais on a trouvé que c'était un petit peu trop de chance et pas assez de stratégie pour notre goût à nous. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui nous ont écrit sur Facebook par après pour nous dire qu'il y avait une extension à ce jeu-là qui le rendait plus intéressant, donc ça serait peut-être à essayer. Mais elle disait quand même que c'était un jeu de chance pareil. Là. Ça ajoute un peu plus, là, mais ça reste un jeu de chance. Là, moi. C'est un jeu quand même qu'on voyait beaucoup passer là, sur soit les groupes Facebook ou quoi que ce soit, mais que j'ai vu quand même beaucoup de commentaires que bon, finalement, c'est juste lancer des dés, puis on dirait qu'il se passe rien. Je fais juste lancer des dés, puis je ramasse de l'argent, puis oui, tu peux aller chercher des cartes qui fait en sorte que tu vas avoir de l'argent si l'autre joueur lance ce chiffre-là, mais ça semblait être quasiment toute la même chose pareil. Là. C'était une probabilité d'avoir ce chiffre-là, puis le plus chanceux va gagner. C'est pas mal ça. Là. Mais je pense que ça doit être un jeu le fun à jouer avec des enfants, parce que les autres, la chance ou la stratégie, ça les dérange pas trop. S'ils lancent un dé et que ça leur fait faire plein d'argent, ils vont être contents. Non, c'est ça. Parce qu'il est super beau. Oui, il est vraiment cute, le jeu, puis il est attirant. Mais c'est ça. Pour nous, c'était pas à notre niveau, je pense. C'est ça. Je comprends pourquoi. J'en ai quand même vu beaucoup passer dans les jeux usagés. Ben, je comprends pourquoi. Peut-être que le monde sont un peu comme nous autres. Moi, j'avais des attentes, puis on est déçus par les attentes, finalement. Il manquerait peut-être une version expert là, à ce jeu-là. Suite à ça, on est allé à un autre espace que je me souviens plus, mais je pense que c'était plus pour des jeux pour enfants. Est-ce que je me rends compte, le jeu qu'on a joué, on a essayé C'est mon fort, qui est un petit jeu de mémoire qu'on a plus ou moins apprécié, probablement parce que c'était pour des enfants, puis on s'attendait peut-être pas à ça. Là, on faisait quasiment juste virer des cartes pour essayer de se souvenir était où la carte, puis faire
un mur, je pense, avec des cartes allant en ordre croissant. Donc, on pouvait pas... Si on trouvait une carte, par exemple, de chiffre 30, mais si on avait notre mur qui était rendu à 33, on pouvait pas l'utiliser. Donc, le but, c'était d'aller chercher, de monter notre mur en faisant moins des gros espaces entre les chiffres qu'on allait chercher jusqu'à 7 ou 8 cartes lorsque la partie termine. Puis Marie-Lou a fait l'erreur, elle se souvenait plus que le chiffre maximum, je pense que c'était 42, puis elle a pris une 42 sans avoir fini son mur. Fait que ça finissait juste qu'on a viré des cartes. Je pensais que c'était plus élevé que ça. Ouais, finalement, c'était peut-être pas. Ouais, c'est sûr que là, c'est moins le fun dans ce temps-là, là. Ouais, non, parce qu'il n'y avait pas de compétition. Ouais. Parce que je pouvais pas rajouter des non, cartes. C'est ça. Mais il y avait quand même aussi un aspect... sur les cartes, il y avait des chiffres, puis il y avait aussi... Il pouvait y avoir des personnages ou des espèces de symboles, là, comme un canon ou un corbeau, qui faisait que ça allait faire plus de points à la fin. Donc, si on connaît bien les cartes, ça peut peut-être devenir intéressant d'aller chercher vraiment les meilleurs, là, parce qu'on doit s'en souvenir de partie en partie. C'est quoi les chiffres, puis les symboles, là, les cartes qui sont les plus payantes, on va les chercher, c'est certain, dans le tas, puis après ça, il faut essayer de se rappeler son où. Là, nous autres, vu que c'était notre première partie, ben on le savait pas, là, c'est quelle carte qui était bonne ou pas. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est un jeu qui se joue plus en famille, à beaucoup de monde, puis je pense, avec des enfants, c'est un petit jeu de mémoire, je pense qu'il est quand même assez sympathique, vu, il est assez coloré, tu sais, contrairement à un jeu des fois, des jeux de mémoire, c'est juste... faire des paires avec le 1 de cœur avec l'as de cœur avec l'as de cœur. Ouais, c'est sûr que là, c'est comme un autre niveau. Le jeu de mémoire 2.0. Ouais, c'est ça. C'était quand ça même peut être bien. Intéressant. Mais c'est ça, faut savoir dans quoi on s'embarque. Là. Ouais, c'est ça. Et suite à ça, donc on a terminé notre visite du salon du jeu de société par un petit tour au Scorpion masqué. Moi, il y a un jeu que je voulais vraiment essayer depuis un petit bout que j'avais vu passer, c'est Maudite Momie. Et on l'a essayé tout de suite. Un des animateurs au Scorpion masqué est venu nous présenter le jeu. On l'a essayé, puis tout de suite, on a vraiment aimé ce jeu-là. Je pense qu'on a joué 3 ou 4 parties consécutives. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur de ce jeu-là. Puis on l'a même acheté par la suite. Ouais, très familial, comme les 2 autres jeux qu'on vous a parlé avant, mais qui plaît aussi à des gens plus expérimentés en jeu de société. Donc ça, c'est toujours gagnant, là, je trouve, que ça soit vraiment un grand public comme ça. Dans le fond, c'est un jeu où on va piger des cartes. C'est comme si on explorait, dans le fond, une pyramide là, ou une espèce de temple, puis on révèle on tourne des cartes qui sont des pièces de la pyramide, puis en arrière des cartes, il y a un niveau de danger. On peut décider d'y aller avec une facile, une moyenne ou une difficile, tout dépendant de ce qui est disponible là, sur la table. Puis en prenant une carte difficile, on a beaucoup de chances qu'il y ait un monstre. Il y a différents types de monstres, dont la fameuse momie. Puis si on prend une carte facile, on a moins de chances d'avoir un monstre. Mais sur les cartes, dans le fond, il y a des trésors. Puis le but, c'est de faire le plus de points possible avec les trésors qu'il y a sur nos cartes. On pige une carte, on la met devant nous face cachée. Puis à tout moment, on peut décider de révéler nos cartes. Ils appellent ça sécuriser, là. À notre tour, on peut décider de sécuriser nos cartes, c'est-à-dire qu'on va faire le nombre de points qui est sur les cartes et on ignore les monstres. Par contre, quand c'est le tour d'un autre joueur et qu'on a des cartes devant nous, il peut nous dire je réveille tes monstres. Ça veut dire qu'on vire nos cartes. Et là, tout dépendant de qu'est-ce qu'il y a sur les cartes, il peut arriver différentes choses. Si la momie est là, la fameuse maudite momie, c'est l'autre joueur qui va faire nos points. Si c'est d'autres monstres, il y a 2 autres monstres. Il y a une espèce de Frankenstein, puis l'autre c'est un loup-garou, qui ont 2 autres pouvoirs spéciaux. Là. Dans ce cas-là, c'est le joueur qui avait mis les cartes devant lui qui va faire les points, mais l'autre joueur va avoir comme un bonus. En fait, il fera pas de points. Il fait pas de points. Il perd tous ses points, il n'y a personne qui fait les points. points. Il perd ses points, puis l'autre a un bonus. Puis pour Frankenstein, tu as l'option de rejoindre nouveau, qui peut être des fois très fort. Parce que, juste une petite anecdote, on a joué avec mes parents, puis justement, ma mère... elle a fait révéler ses cartes à mon père, et mon père avait le Frankenstein et la momie. Donc, ça voulait dire qu'il allait rejouer. Ma mère allait rejouer, et là, elle prenait tous les points que mon père avait fait. Non, c'est pas vrai, il y avait le loup-garou qui faisait piger des cartes. Et là, ma mère avait déjà 3 ou 4 cartes devant elle, donc elle a pigé 2 cartes de plus.
Et là, elle pouvait rejouer, donc elle a sécurisé ses cartes, elle a fait 18 points d'un coup, qui était vraiment énorme. Et que... Sur un total de 35 points pour gagner, c'est quand même pas pire. C'est ça. On était tous, je pense, à 12-15 points, puis paf, c'est fini. Donc, c'est ça, un autre jeu très sympathique, coloré, graphisme super beau, super attirant, pour tous les âges. Je sais pas c'est quoi les âges recommandés, mais c'est vraiment pas compliqué. Ouais, puis, c'est vraiment le fun. J'ai bien aimé. On n'a pas beaucoup de jeux d'ambiance, puis celui-là, je suis bien content de l'avoir acheté. Ça, là, c'est drôle de... Justement, on a le goût de dire maudite momie des fois. Ouais. Là, fait que le nom est bien pensé. Le nom est bien choisi, ouais. Donc, ce qui fait pas mal le tour du salon de jeux de société. On n'a pas eu le temps de passer à toutes les kiosques. Comme on a dit, on a joué à V-Dimension pendant 3 heures. Donc ça nous a un peu bloqué là-dessus. Puis on n'a pas eu le temps d'aller voir d'autres prototypes parce que justement, on est arrivé dans l'après-midi et on a commencé à jouer à V-Dimension à 3 heures jusqu'à 6 heures. Et à partir de 6 heures, la zone proto était fermée parce que tout le monde, les créateurs des jeux avaient du speed dating avec des éditeurs. Donc, on n'a pas pu aller essayer d'autres prototypes à cause de ça, mais bon... Une très belle initiative quand même, là. Ouais, c'est le fun pour eux. Vraiment intéressant pour eux autres. J'espère que ça a porté fruit à certains, là. Donc, en gros, on a vraiment beaucoup apprécié notre visite au salon du jeu de société. On était vraiment contents de voir que ça avait pris encore de l'ampleur depuis la dernière édition, puis que ça avait attiré beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de familles qui étaient là. Vraiment content aussi que ça demeure un événement gratuit pour tous. Ça fait découvrir les jeux de société, puis c'est le fun d'avoir des éditeurs qui sont sur place aussi pour montrer leurs nouveautés. Et quand même, là, pour un salon qui est uniquement axé pour les jeux de société, je trouvais que c'était vraiment achalandé, puis c'est vraiment le fun de faire découvrir le hobby comme ça. Ouais, c'est le fun. Puis on voit vraiment une différence par rapport à l'année passée, que le hobby du jeu de société grandit de plus en plus, atteint beaucoup plus de familles, beaucoup plus de gens qui étaient peut-être pas intéressés là 1 an, on va dire. Puis c'est vraiment le fun, ça se porte bien présentement le jeu de société là, puis c'est vraiment le fun à voir. Puis en terminant, vraiment chapeau aux organisateurs, c'était vraiment encore un très bel événement, puis c'est sûr que moi je veux y retourner l'année prochaine. Oui, puis on espère que ça va être encore plus gros. Ouais, encore plus gros. Et aussi, peut-être, pas en même temps que celui de Québec. Ouais, non, ça, parce que là, c'est sûr que, en tout cas, le public était peut-être un peu divisé entre les deux et les personnes qui allaient présenter des jeux aussi. Ouais. Là, j'imagine que ça va se régler l'année prochaine. Ils vont peut-être se parler ensemble pour essayer d'arranger tout ça. Mais en même temps, le mois de novembre est tellement chargé en événements. Il y avait la semaine d'avant, je pense qu'il y avait, on en a parlé dans le dernier épisode, le 2 épisodes, il y avait le week-end de jeux de société qu'il y avait dans un chalet proche de Québec. Donc, c'est la fin de semaine d'avant. La fin de semaine d'après, il y a Ludo Outaouais qui a eu la fin de semaine passée. Donc, tu sais, il y a tellement d'événements qui se passent en novembre de jeux de société. Je pense qu'on veut redonner le moral à tout le monde avec le temps mois gris. de novembre est tellement déprimant qu'il faut ça. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Mais bon, on a quand même réussi à faire les 2 salons malgré tout. On est allé au salon du jeu et du jouet le dimanche. Par contre, on a eu des petits contretemps qui nous a pas permis de passer beaucoup de temps au salon. Mais malgré tout, on peut comparer quand même de façon large par rapport à l'année passée. On a vu que l'espace était 2 fois plus grand, comme on disait. Puis lui, le salon du jeu et du jouet, faut aussi comprendre que c'est pas juste un salon de jeux de société. Là, il y a aussi des jeux vidéo et des jouets. Il y avait aussi cette année des choses comme le laser tag ou les escape games, des activités à thématique ludique. Là. Je trouvais ça le fun qu'ils soient là. Il y avait aussi du cosplay. La réalité virtuelle avec PlayStation VR. Toutes des choses qu'on avait voulu essayer mais qu'on n'a pas eu le temps malheureusement. C'est plate. Mais bon, on s'est concentré un peu plus sur les jeux de société vu qu'on n'était pas là très longtemps. On a vu que la revanche avait un espace vraiment énorme pour jouer. Quand on est passé dimanche vers midi, c'était bondé de monde, mais malheureusement, comme on dit, on n'a pas eu le temps d'y aller. Mais c'est sûr qu'on serait allé faire un tour, jouer à quelques jeux si on avait plus de temps. On a quand même profité pour faire un peu le tour rapidement. On a parlé, il y a un des jeux que je voulais aller voir, c'est All Out War, un jeu qui est difficile à prononcer, mais je voulais vraiment aller voir. C'est un jeu de miniatures sur table, un peu dans le style de Warhammer où
chacun va avoir des factions qui vont se battre en face à face, en duel, sur un territoire, et on se déplace avec des mesures en pouces, avec des types à mesurer pour, justement, c'est des jeux tactiques, on pourrait dire, qui se jouent avec des cartes, des habilités pour chacune des factions. Il nous a montré un peu le principe général de son jeu, puis je pense ce qu'il disait, il a essayé de recréer ce que Warcraft 3 faisait un peu. Ouais. Donc, juste avec la thématique, ben, c'est les orques et les humains pour l'instant. Il nous a mentionné qu'il voulait rajouter d'autres races dans le futur. Par exemple, différents types d'elfes, des nains, des choses comme ça. Il nous a pas parlé de morts-vivants, mais je suppose que ça va être dans le projet aussi. Là. C'était vraiment similaire comme univers. Puis il nous a montré aussi des miniatures, ben pas des miniatures, mais des bâtiments qui avaient été imprimés avec une imprimante 3D. Puis ça ressemblait vraiment au graphisme style Warcraft 3. Une autre chose qui est similaire à Warcraft 3, c'est que les unités se déplacent avec un héros. Donc on voyait que c'était vraiment similaire. Puis c'est ça que le créateur du jeu nous a dit. Il veut vraiment que ce soit comme Warcraft sur table. Ouais, c'est ça. Puis les combats se résolvaient avec des lancers de dés, là, un peu comme dans pas mal des styles. Dans ce style de jeu-là, de jeu de miniature, c'est souvent des dés qui servent à résoudre les combats. Ouais. Puis dans le fond, ce qu'on a compris, c'est que lui, il vend le principe de jeu qu'il a inventé. Il vend pas nécessairement du matériel. Il vend à imprimer soi-même. C'est ça. Fait qu'on va imprimer soi-même tous les règlements du jeu et aussi avec une imprimante 3D les miniatures. Ouais. Il nous a mentionné que peut-être qu'il aimerait ça, pouvoir sortir sur Kickstarter une édition complète du jeu, puis j'avais compris que ça allait peut-être comprendre des miniatures qui seraient déjà faites. Sinon, ben c'est ça, ça va être vraiment juste comme des plans. Ouais, c'est ça, des plans imprimés soi-même en 3D. Je sais que les imprimantes 3D, ça commence à être de moins en moins cher. Je peux pas dire que j'ai vraiment fait un très grand magasinage, mais je sais un peu que les prix commencent à baisser puis c'est de plus en plus accessible. Donc peut-être que dans les prochaines années, ça va être intéressant d'avoir ça à la maison pour imprimer ses propres jeux de miniatures puis les personnaliser soi-même. Donc ça peut être intéressant aussi dans le futur. J'ai hâte de voir comment son projet va aller sur Kickstarter. On va mettre tous les liens aussi là, vers son site web. Je sais que vous pouvez vous inscrire à un bêta testing là, justement qui va vous fournir une partie des règlements et vous pouvez jouer avec des miniatures que vous imprimez vous-même ou que vous prenez d'un autre jeu pour justement l'essayer, comprendre la mécanique du jeu. Là. Donc, c'est ça. Nous, ça fait longtemps qu'on veut essayer un jeu dans ce style-là, puis qu'on sait pas trop dans quoi on a le goût de s'embarquer, parce qu'il y a quand même plusieurs options disponibles, puis c'est de l'investissement, là, quand il faut acheter tous les livres de règlement, puis souvent, les miniatures sont 100, 150, 200 $ pour un kit, là, pour vraiment être capable de jouer. Ouais, fait que c'est ça qui nous rebutait un peu, mais là, si on est capable de juste comme avoir la base, puis de s'organiser avec des choses qu'on a chez nous pour faire nos miniatures. Par exemple, on avait pensé peut-être utiliser celle de Rune Wars. On va voir si ça peut fonctionner, mais je pense qu'on va essayer de... Donc, c'est ce qui fait le tour de notre passage à All Out War. On vous invite à aller voir. Je vais vous mettre les liens là, sur la page de l'épisode. On est aussi allé voir nos amis de chez Sphere Games qui... ont créé un nouveau jeu, mais aussi je voulais vraiment aller voir la copie finale de Formidable, voir qu'est-ce qu'avaient l'air les petites miniatures, les fourmis avec la base rotative qui permet de changer de jour à nuit. J'ai vraiment trouvé que la qualité des miniatures était vraiment excellente. J'ai vraiment hâte qu'on reçoive notre copie pour pouvoir y jouer, puis je trouve les miniatures sont vraiment bien réussies. Ça vaut le temps de plus que ça a pris à la campagne pour se terminer, là, mais c'est très compréhensible, là, puis ils ont fait quand même une très belle campagne, ils ont toujours tenu à jour chacun les supporters pour leur dire où ils en étaient rendus, même s'il y avait du retard. C'est le fun quand justement des créateurs
donne du suivi, parce que ça arrive souvent quand même qu'il y a des retards sur Kickstarter, là, c'est pas nouveau, là. Ça arrive souvent, mais quand t'as tout le temps un update de où ils sont rendus, ben tu sais que le projet avance, que ça se terminera pas, que ton argent est perdu. Ouais, c'est ça, non, eux autres, c'était parce qu'il y avait comme quelque chose de particulier avec les fourmis, puis c'était compliqué, il y avait de la misère à trouver un design qui allait fonctionner, mais là... les efforts qu'ils ont investis, là, ça vaut la peine. Là. Les fourmis, ça va vraiment bien. Là, passer du jour à la nuit, c'est simple, mais ingénieux. Là, très bien fait. Puis j'ai vu aussi que je pense que leur version finale du jeu, là, ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au prototype qu'on avait essayé. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Là. Il y a des changements, pas sur le plateau de jeu en général. Il y a des changements au niveau des tuiles comme quoi on a pris une certaine ressource, sont rondes au lieu d'être hexagonales pour laisser plus d'espace sur le jeu. Les plateaux de joueurs sont un peu différents. Ils ont réorganisé le fonctionnement des plateaux de joueurs pour avoir une meilleure jouabilité du jeu, pour pas accrocher nos miniatures. Puis ils ont aussi fait un plateau gaucher-droitier pour justement, parce que dans le nid, il y a les miniatures qui vont être là, comparé à la version prototype qu'on avait ici, qui c'était des petites tuiles, donc c'était quand même difficile à déplacer. Mais là, avec les miniatures, c'est bon de ne pas les avoir trop dans les jambes, pas tout le temps les accrocher. Donc ça, c'est bien à ce niveau-là. Ils ont vraiment ils ont fait des ajustements pour améliorer la jouabilité. Je voulais dire qu'ils n'ont pas vraiment touché au principe du jeu. Non. De loin de ce que je voyais. Leur prototype était tellement... Il était bien fait au début. Là, je trouve ça le fun qu'ils ont pu juste mettre ça comme ça, offrir ça aux gens. Là. Ouais, non, ça c'est très bien. Et bon, ça c'est ce qui est pour Formidable. On va vous en reparler dès qu'on va recevoir notre copie. C'est prévu pour fin janvier, début février. Donc ça, j'ai vraiment très hâte. Et pendant le temps, là, justement, le Formidable est en train de s'en venir par bateau, où c'est près d'être à ce point-là. Donc, ils ont eu du temps dans les dernières années aussi, dans les temps morts, justement, de la conception, de pencher sur un nouveau projet qui est Diversity, un nouveau jeu coopératif qu'on a essayé justement au salon, où le but du jeu est de sauver des espèces marines de la pollution créée par les pétrolières, les pêcheurs à la dynamite et des chaînes hôtelières qui sont sur des îles. Le jeu est assez difficile, on l'a essayé à difficile, faut dire, là. Un des niveaux les plus élevés. Je pense qu'on aurait pu aller une coche encore plus élevée, mais en gros, le jeu, comment ça se joue, c'est qu'on va avoir des cartes, pas des cartes, mais des tuiles en notre possession, et le plateau de jeu est comme une espèce de fond marin qu'on va explorer avec différentes couleurs, et les tuiles qu'on va avoir devant nous vont avoir 3 couleurs différentes, donc ça nous dit sur quel endroit on peut aller justement explorer. Et ces tuiles-là, c'est un peu comme dans Anabi. Si vous avez déjà joué à Anabi, on ne voit pas c'est quoi l'espèce qui est en dessous, mais on voit seulement la couleur sur laquelle on peut les placer. Mais les autres joueurs qui jouent avec nous, eux, voient les espèces qu'on a en notre possession. Donc, ils peuvent, pour une action dans leur tour de jeu, et dépendant de certaines règles, nous dire qu'est-ce qu'on a, et ça va nous aider à choisir quelle carte on va aller justement explorer le fond marin pour aider cette espèce-là à survivre. Aussi, comment qu'on peut gagner le jeu, en fait, comment que ça marche pour sauver les espèces. Il y a un tableau où il va y avoir une colonne neutre au centre, et il va y avoir 2 colonnes à gauche qui sont du côté de l'amener vers la disparition de l'espèce, et à droite qui sont vers augmenter, qui sont vers sauver l'espèce. Et si c'est comme un peu comme un sucre à la corde, et si l'espèce se rend du côté complètement morte, elle est morte, on ne peut plus la faire revenir, et si on la sauve, elle ne peut plus être en voie d'extinction. Par contre, il va tout le temps avoir un bras de fer, un sucre à la corde vers proche de la mort ou proche d'être sauvé au cours de la partie. Et de cette façon-là, il y a un nombre X qu'on doit sauver et un nombre X qu'on ne doit pas perdre, dépendant du niveau de difficulté du jeu. Et donc, plus on va avoir d'espèces à sauver, et si on en a moins qu'on peut perdre, donc plus le niveau de difficulté du jeu va être élevé. Par exemple, si on en perd 3, il faut en sauver 7, ça c'est un niveau de jeu qui est très difficile.
Nous, on a joué de la façon qu'il fallait. On perdait si on en avait 4 qui étaient disparus et si on en sauvait 6. Et dans les 2 parties qu'on a joué à 2 joueurs et on a joué à 3 joueurs. Les 2 parties, on n'a pas réussi à gagner. La première partie qu'on a jouée, on était quand même un peu plus proche. Faut aussi savoir qu'il y a 2 autres façons de perdre. Si il y a 6 îles et s'il y a un hôtel sur chacune des îles, on perd. Donc ça veut dire que l'immobilier a pris le dessus et a fait fuir toute la faune marine. Et si les cartes de pollution, les cases de pollution ont rempli le plateau de jeu. Donc, il y a un certain nombre de cases de pollution qui sont mis par les bateaux, par le bateau et les chaînes et les pétrolières. Et s'ils remplissent, si on n'y en a plus de cartes de pollution, ben on perd la partie aussi. Donc, c'est vraiment un magnifique jeu, là. Ça attire vraiment l'œil au salon quand on passe devant, là. C'était vraiment attrayant. Puis, je trouve ça le fun qu'ils fassent un jeu coop, là. Ça change pas mal de formidable, là. Ouais. C'est très contrastant, là. C'est vraiment pas le même style de jeu. Quoique, tantôt on parlait des bases pivotantes là, pour les fourmis jour-nuit. Là, ils veulent répéter le même principe avec les plongeurs dans l'eau, pas dans l'eau. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'ils font leur marque de commerce, là. Ouais, non, c'est ça. C'est une bonne idée. Puis justement, en parlant de ça, on a dans le prototype, c'est les fourmis qu'on utilise pour représenter les plongeurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir déjà manipuler les fourmis, même si on les a pas. Et justement, dans notre tour de jeu, un peu comme dans Formidable, on a un certain nombre d'actions. Et dans Formidable, si vous l'avez déjà joué un peu, vous allez aller sortir de votre nid et récolter des ressources. Dans ce jeu-là, vous allez incarner votre plongeur, vous allez vous promener dans l'eau et vous allez plonger pour justement aller sauver des espèces. Donc c'est un peu le même principe. Tu te promènes sur un plateau avec des hexagones. C'est juste que les hexagones sont un peu plus gros, puis c'est pas le même but du jeu. Mais il y a quand même une mécanique qui se ressemble un peu à ce niveau-là. Et vous avez aussi l'option dans le jeu, comme je disais tantôt, de communiquer. Mais si vous êtes en dessous de l'eau, vous pouvez pas communiquer avec les autres, mais les autres peuvent communiquer avec vous. Il y a certaines restrictions comme ça, mais je pense... ce que j'ai compris aussi dans les règlements, c'est si on joue à plus facile, même si on est en dessous de là, on peut communiquer. Donc, il y a certaines variantes là, qui sont en train de travailler dessus. Qu'on peut faire pour ajuster le niveau de difficulté. Là. Ouais. Faut dire, ils sont encore en développement. Justement, ils travaillent à avoir le plus de variantes possible, le plus de niveaux de difficulté possible là, pour rendre le jeu, justement, de la première partie qu'on joue à la dernière qu'on va jouer ou que le jeu ne se termine jamais. En fait, qu'on puisse tout le temps y rejouer à des niveaux de difficulté différents puis vraiment avoir un bon niveau de compétition. Plus on joue dans le jeu, plus on comprend les stratégies qui sont intéressantes pour justement gagner la partie parce que c'est vraiment pas très facile là, comme on l'a pu le vivre. J'ai trouvé aussi le principe vraiment bien là, on a chacun des personnages. Ça, je pense encore que c'est pas nécessairement au niveau le plus facile qu'on a des personnages, mais ces personnages-là ont certaines habilités et ils ont aussi des bonbonnes d'oxygène. Donc, on est quand même limité dans le nombre de déplacements qu'on peut faire en dessous de l'eau avant de devoir sortir sur une île et remplir notre bonbonne. Ça, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Il faut planifier nos déplacements en conséquence. Il y a aussi l'aspect les tuiles qu'on va placer. Si on réussit à faire combiner des couleurs ensemble, ça va nous permettre d'aller chercher des cartes de bonus qui sont vraiment qui nous aident à justement à gagner la partie. Là. C'est vraiment des bonus qui sont tous avantageux pour nous. Donc c'est vraiment primordial de faire des combinaisons lorsqu'on place nos cartes pour nos tuiles pour avoir le plus de bonus possible, pour nous aider le plus possible, parce qu'on a trouvé que, dans le fond, le méchant va jouer entre chacun des tours de chacun des joueurs, et les cartes étaient quand même assez fortes de méchant. Donc, il y avait le bateau qui, lui, se déplace de 3 cases et recouvre de 3 cases de pollution. Les pétrolières qui, elles, c'est seulement une case. Mais ça arrive que sur les cartes de méchant, justement, qu'il y a quand même beaucoup... il n'y a pas seulement juste le bateau qui se déplace, ça peut arriver qu'il y ait le bateau, il y a une pétrolière qui arrive, puis il y a aussi des chaînes hôtelières qui arrivent, donc ou des fois ça donne, s'il y a moins de tuiles qui se placent de pollution ou d'hôtels, ça arrive que ça nous bloque un de nos pouvoirs au joueur qui suit, donc ça peut nous donner un mouvement de moins, on peut plus communiquer, donc ou on perd notre pouvoir spécial de notre joueur, donc c'est assez... ça tape assez dedans, direct en partant. Là. Ouais.
Bref, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une très belle thématique, vraiment bien exploitée. Il y a de la logique dans ce qu'on fait, puis le fait qu'il y ait des bonbonnes d'oxygène à utiliser, qui limitent le nombre d'actions, comme tu disais, puis les pétrolières, le bateau, en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien pensé, ils ont vraiment bien implémenté ça. Très attirant, puis j'espère que ça va bien fonctionner leur campagne Kickstarter. J'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'ils vont puis j'ai hâte de voir le produit fini, tout ça, vu que, comme on disait, c'est encore en développement, ils pensent à certaines façons, ils font tester à beaucoup de monde, justement, nous autres, ils nous ont laissé une copie pour qu'on puisse y rejouer encore pour donner des commentaires. Puis là, ils prévoient faire un Kickstarter soit en mars ou avril 2017, donc assez bientôt, là, dans quelques mois. Vous allez pouvoir aller supporter ce projet-là, un autre projet créé par Maxime Tardif, là, un des fondateurs de Sphere Games. Donc, c'est pas mal ça qu'on avait à vous dire sur Diversity. On voulait prendre un peu de temps pour vous en parler dans le cadre là, de notre chronique sur le salon du jeu et du jouet, parce que justement, Maxime nous a laissé un prototype du jeu, puis on a eu le temps de faire quelques parties, puis on trouve que c'est quelque chose à découvrir. On vous invite à suivre ça. Puis là, on va revenir au salon du jeu et du jouet. Donc, notre impression générale par rapport à ça, c'est sûr que par rapport à l'année passée, ça a vraiment pris de l'ampleur là, avec tous les différents exposants qui étaient là. Puis le prix d'entrée était encore à peu près la même affaire, je crois. Là, c'était $13 pour les adultes. Puis l'année passée, on avait mentionné, je pense que c'était un peu cher payé pour qu'est-ce qu'il y avait, mais là, cette année, j'ai trouvé que ça valait plus la peine là, de payer ça pour y aller, puis on pouvait passer du temps à la revanche à essayer des jeux, justement, là, puis il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi plein d'autres affaires à voir, là, fait que j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un gros bond en avant là, cette année. Là. Ouais, vraiment, puis on voyait vraiment quand on est allé justement aux alentours de midi qu'il y avait énormément de monde, il y avait, comparé à l'année passée, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup plus de monde. En général, encore là, beaucoup de familles. Je pense que le jeu, en général, attire beaucoup de monde. Je sais pas si dans la météo n'était peut-être pas nécessairement au rendez-vous non plus à l'extérieur, donc c'est sûr ça peut attirer un peu plus de monde, mais je pense aussi que le monde du jeu en général a un bon intérêt pour tous. Et c'est vraiment le fun de voir ça, même si c'est sûr que lui, comparé au salon de jeux de société, qui n'est pas juste sur les jeux de société, c'est dur de dire est-ce que c'est les jeux de société qui ont attiré autant de monde, vu que justement il y avait les jouets, il y avait les jeux vidéo, il y avait la réalité virtuelle, donc c'est dur à ce niveau-là de dire ça, mais je pense qu'on peut dire que oui, parce que l'espace de la revanche était vraiment plein quand on est passé, puis il y avait vraiment un espace quasiment plus grand, je pense, que la revanche en tant que telle, parce qu'on va jouer, il y avait vraiment beaucoup de tables. En gros, là, c'était vraiment une très grande section qui était assez remplie lorsqu'on est passé. Donc, très bel événement, encore une fois, là, très bien organisé, puis vraiment content d'avoir ça dans notre ville. Là, très belle initiative. Ouais. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'y aller beaucoup, mais bon, on va se reprendre l'année prochaine. Je pense que ça va être encore peut-être plus gros, peut-être. Je ne sais pas 2 fois plus gros encore. Ils vont répéter l'expérience, donc très hâte de voir ça pour l'année prochaine. Donc, un autre événement qu'on est allé hier, qui était le 27 novembre et qui était aussi très, très achalandé, c'est le Bazar de la Revanche. La Revanche avait organisé une journée où les gens qui voulaient vendre leurs jeux pouvaient s'inscrire à l'avance et aller porter leurs jeux, et la Revanche les offrait en vente. Il y avait aussi des jeux qui étaient offerts en vente par la Revanche, là, des jeux qui faisaient partie de leur collection, puis qu'ils ont décidé là, de s'en débarrasser pour faire de la place pour d'autres jeux. Donc, il y avait des bonnes affaires à faire là. Donc, vraiment une belle opportunité de se procurer des jeux usagés. De ce qu'on a pu voir sur Facebook à partir de l'ouverture le matin jusqu'au moment à peu près où on est allé, là, c'était 2-3 heures, les gens attendaient jusqu'à dehors pour pouvoir rentrer pour aller voir les jeux qu'il y avait là. Nous on a attendu peut-être 1 heure et demie. Ouais, nous autres, on est arrivés aux alentours de 11h, 11h30, on est rentré je pense à 1h puis on est resté jusqu'à 2h.
On a fait le tour. Il restait quand même... J'étais surpris qu'il nous reste des jeux pour nous. Parce que j'avais peur qu'il en reste pas tant que ça. On voyait qu'il y avait eu beaucoup de monde qui avait passé avant, mais j'étais quand même surpris qu'on a réussi à faire de belles trouvailles quand même. Oui, vraiment. Puis tout le monde qui était là en même temps que nous aussi avait l'air de trouver des choses à son goût. J'aurais été surprise de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'ouverture. Ouais. Ça a dû être assez imposant, merci. Oui, je pense qu'il parlait d'à peu près 700 jeux à vendre. Puis lorsqu'on est parti aux alentours de 2 heures, je pense qu'il en restait peut-être cinquantaine, peut-être 50, 70, là, gros maximum, là, sans plus. Là. Fait que c'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant de monde qui sont encore là intéressés par les jeux. Puis je pense que c'est du monde un peu de pas nécessairement juste des gamers, parce que dans la file, il y avait une personne en avant de nous qui était pas nécessairement une gamer avertie, mais qui venait quand même faire un tour, aller chercher peut-être des jeux un peu plus familiales. Puis... Oui, c'est ça. Juste avant le temps des fêtes aussi, c'était vraiment... Ouais, une belle plage pour ça. Oui. Puis en tout cas, on a eu l'impression que ça a vraiment bien fonctionné, puis on espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine. Puis ça aussi, c'était vraiment très bien organisé, là. Ils s'assuraient que tout le monde... puisse avoir de la place pour regarder les jeux en limitant le nombre de personnes qui étaient admises sur place. Puis tous les jeux étaient identifiés avec des post-it, avec le prix. Puis là, c'est sûr qu'il nous disait que c'était une vente finale, donc il fallait vérifier sur place s'il manquait pas quelque chose dans la boîte. Là, pour des plus gros jeux, c'est un peu plus décourageant. Mais c'est sûr que on s'attend pas non plus, je pense, à ce qu'on compte toutes les pièces du jeu. Là, faut regarder vite, voir si tout a l'air là. Puis les pièces importantes. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais on a vu aussi qu'il y avait des jeux à vendre, là, des jeux dans le fond qui sont out of print aujourd'hui, là, qui étaient à vendre pour probablement plus là qu'est-ce qu'il valait au départ. Là. Puis en tout cas, quand on est parti, il était encore là. Je pense que c'est plus les jeux, les gens allaient plus là pour se procurer des jeux usagés à bon prix. Des jeux familiaux, là, de ce qu'on voyait dans les mains des gens qui sortaient. C'était pas mal ça. Mais il y avait une belle diversité, puis justement, on va vous parler de tous ces achats-là qu'on a fait dans quelques instants dans notre magasinage. Mais avant ça, on va vous rappeler comment vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions pour nous ou si vous avez des commentaires, des choses que vous voudriez qu'on parle dans notre podcast. Donc, vous pouvez aller sur notre page Facebook. On a aussi un compte sur Instagram. Vous pouvez aller sur notre site web au boardgamequebec.com pour nous écrire dans la section nous joindre. Et le podcast est disponible sur iTunes, Google Play Music, YouTube, RZO, Balado Québec et Pod Québec. Donc avec toutes ces options-là, vous avez l'embarras du choix. Mais juste une petite particularité pour YouTube, justement, j'ai mis les 2 derniers épisodes. Je vais essayer de mettre le plus rapidement possible toute notre série d'épisodes en ligne sur YouTube, si vous préférez cette façon-là pour nous écouter. Oui, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur les vidéos YouTube, c'est plus facile pour vous. On aime beaucoup l'interaction avec vous. Oui. Donc, on est rendu au magasinage. Et je sais pas si vous vous souvenez que là, 2 épisodes, on avait dit on a fait une grosse commande, on va être bon pour un Noël. Ben, finalement, non. Je pense que c'est difficile de résister. Ça nous tente des fois d'aller acheter des jeux. Comme le premier jeu qu'on a sur notre liste, c'est Lewis et Clark, un achat totalement non prévu. Impulsif. Ah, j'ai le goût d'aller voir un jeu, d'aller... je pense que c'était un lundi soir ou mardi soir, je sais pas trop, puis Archambault était ouvert, donc on est allé voir. Puis très content de cet achat-là, on va vous en reparler dans nos expériences de jeu dans un prochain épisode. Mais vraiment très content de ce petit achat-là, de belle thématique et un beau gameplay. On a joué 2 fois jusqu'à maintenant, Lewis et Clark, j'ai hâte de vous en reparler.
On a aussi reçu un jeu qu'on avait backé sur Kickstarter. C'est Hero Realms. Moi, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Je pense que toi non plus. Ben, moi, j'ai joué la version solo. Ok, t'as joué solo. Ouais. J'ai réussi la première fois que je l'ai essayé, j'ai réussi à battre le méchant. Donc, je sais pas si c'est peut-être trop facile, mais bon. Ok. C'était un stretch goal Kickstarter. C'était un bonus Kickstarter, ce monstre-là. Okay. Donc, c'était correct. Okay, mais bon, je donc, peux pas dire que j'ai été très, très enjoué par le fait que je gagne du premier coup. Là. Ok. Bon, ça va être à voir voir bientôt, on va essayer la vraie version du jeu, là, à 2 joueurs et plus, puis on pourra vous en reparler dans un autre épisode. Puis aussi, comme on a mentionné tantôt, ben, quand on était au Salon du jeu de société de Montréal, on a acheté Maudite Momie. Sinon, on a acheté aussi un jeu là qui nous titillait depuis longtemps. Ouais. Et justement, on avait l'occasion d'aller y jouer, fait qu'on a décidé d'aller l'acheter. On savait qu'on allait faire une soirée avec 6 joueurs, donc on a acheté Seven Wonders. Et on a pu l'essayer aussi. On a bien apprécié la première partie, puis les autres joueurs à qui on l'a fait découvrir aussi. Et il est quand même, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de différences par rapport à Seven Wonders Duel, mais quand même toutefois très intéressant. Puis je pense qu'il y a un gameplay intéressant de sélection de cartes. Peut-être un peu plus de chance que Seven Wonders Duel, mais très apprécié aussi cette version-là. Puis on va vous en reparler dans un prochain épisode. On a aussi acheté dans cette même commande-là Bonanza Plus, que c'est un jeu qu'on voulait acheter depuis quelques temps là, pour le temps des fêtes. Je pense que ça va être un bon jeu familial qu'on n'a pas encore essayé. Là. J'ai même pas encore lu les règlements. Donc ça va se faire prochainement. Maintenant, on va passer au jeu qu'on a acheté au Bazar de la Revanche. Donc, premièrement, on a trouvé le Havre The Inland Port. C'est, dans le fond, une version à 2 joueurs. Ça a l'air d'être inspiré par le Havre, mais pas vraiment pareil là, de ce que je voyais sur le verso de la boîte. Ça disait qu'il y avait comme une mécanique qui était tirée de Aura et Labora, qui est un autre jeu, je pense par le même créateur. Donc là, ils ont mixé un peu les deux, puis ils ont mis le design de Le Havre dessus. Donc, bien hâte d'essayer ça. Ouais. C'est un jeu de Hugh Rosenberg aussi. Ben, c'est le même créateur que Le Havre. Là. C'est juste une dérivée, un autre jeu que Le Havre. C'est ça. Comme Marie disait, c'est pas vraiment une version à 2 joueurs du Havre, parce que Le Havre, on peut jouer à 2 joueurs. Ouais. C'est vraiment un jeu pour 2 joueurs avec une thématique Le Havre. Ouais. Ensuite, on a aussi acheté Dungeon Twister, qui c'est plus un jeu que Marie-Lou, je pense que tu avais dans la mire. Oui, ben moi j'avais vu qu'il était disponible pour jouer sur Board Game Arena, puis j'avais jamais vraiment regardé les règlements là, pour jouer, mais je voyais qu'il avait l'air populaire, puis c'est comme un dungeon crawler, mais il a l'air d'avoir pas mal de choses différentes dans ce jeu-là, de ce qu'on a pu voir rapidement. Là. On l'a pas encore essayé, celui-là non plus. Mais il était vraiment pas cher, puis ça vaut la peine de l'essayer. Ouais, c'est ça. À ce prix-là, des fois, c'est une bonne raison juste pour acheter un jeu, puis au pire, ben, on va le revendre dans un autre bazar, au pire, si on n'est pas content. On s'est aussi procuré Vice-Roi, qui m'intéressait depuis un bout aussi, et là, encore là, le prix pas cher, ils avaient fait flancher. Pas encore lu les règlements non plus et pas encore essayé, mais bon, ça va se faire prochainement. Là, on les a achetés hier, donc on n'a pas eu le temps de tout regarder ça encore. Puis finalement, on a trouvé le jeu Nations qui était à peu près la moitié du prix de ce qui est de vendre en magasin présentement. Puis vu qu'on a déjà Through the Ages, je pense que je l'aurais pas acheté à plein prix ce jeu-là, donc j'étais vraiment contente de le voir parce que je voulais l'essayer celui-là aussi. Donc bien hâte de l'essayer, puis j'ai hâte de voir si je vais avoir les mêmes frustrations que j'avais eues en jouant notre dernière partie de Through the Ages qui m'a un peu comment je dirais, turné off pour ce jeu-là. Ouais. Puis de ce que j'ai vu de Nation, ça semble être un petit peu moins de gossage. Ouais. Le mot, là, mais... Non, j'ai lu les règlements justement hier soir.
c'est moins de gossage, comme tu dis, de petits pitons. Il faut encore utiliser des ouvriers pour activer les cartes puis recevoir les bonus, là. C'est un peu dans le même principe, mais ça a l'air assez plus rapide aussi, mais on garde quand même la thématique de construire une civilisation. J'ai bien hâte de l'essayer. Ouais. Moi aussi, parce qu'on s'était vraiment fait dire que c'était la même chose, là, un copier-coller presque, mais je pense que c'est peut-être un petit peu plus différent que ce que je pensais. Là. Ouais, j'ai hâte de pouvoir comparer les deux, justement. Là. De se faire notre propre opinion sur la différence entre les deux jeux. Et avec tous ces achats-là, on a aussi, avant ça, supporté 2 autres jeux sur Kickstarter. Le premier, c'est Einstein, un petit jeu, pas de puzzle, mais c'est un peu des puzzles, là, un peu à la patchwork où on va mettre des éléments ensemble qui vont remplir nos objectifs sur nos cartes. Ça avait l'air vraiment intéressant, puis la thématique m'intéressait beaucoup, donc j'ai supporté ce jeu-là. Bon, on a supporté ce jeu-là. Je demande tout le temps à Marie-Lou avant de supporter, ça t'intéresse-tu ça? Ah oui, ok, c'est bon, c'est fait. Ouais, c'est très facile, hein, supporter sur Kickstarter. Ouais, c'est très facile, mais il en passe beaucoup, mais si un jeu m'attire vraiment, des fois, puis je vais quand même beaucoup avec le prix, là. J'ai de la misère à supporter des jeux qui sont très chers, là. J'ai jamais supporté de jeux en haut de 60$, si je me trompe pas, là. Puis il y en a des tonnes qui sont en haut de 100$. Là. Tous les jeux avec miniatures, je n'ai pas encore supporté parce que je vois pas. Pour moi, j'ai pas l'intérêt. Je pense qu'on en a déjà plein des jeux avec miniatures, puis on réussit pas à jouer très souvent. Puis tu payes vraiment pour justement des belles miniatures qui restent dans une boîte finalement. Là. Puis c'est plus cher de shipping aussi. Là. C'est pas de payer pour du shipping. Non, moi, je me dis, si le jeu marche vraiment, ben un jour il va se retrouver au magasin, puis je vais pouvoir aller l'acheter. Puis c'est tout. Là. Puis même s'il n'y a pas les bonus Kickstarter, ben c'est pas la fin du monde. Ouais, ils gagnent beaucoup leur jeu là-dessus sur les bonus Kickstarter où ils vont avoir des figurines des fois exclusives. C'est là qu'ils vont chercher beaucoup de personnes, mais bon, moi ça m'attire un peu moins cet aspect-là. Et finalement, on a aussi supporté le jeu, peut-être que vous l'avez supporté aussi, Tiny Epic Quest, qui a vraiment attiré beaucoup de monde avec ses items meeple, des meeples qu'on peut équiper d'épées, de boucliers. Donc, je comprends pas pourquoi ça s'est jamais fait avant. Ouais. Il fallait juste y penser. Ouais. Et là, j'ai vu que ils sont en processus de brevet pour ça, donc ils vont se garder l'exclusivité. Je pense que c'est une bonne idée de leur part. Tiny Epic, qui est aussi une marque de commerce, là, ils ont fait plusieurs jeux. On avait essayé justement le Tiny Epic Western là, qu'on avait fait en print and play. Donc, ils ont plusieurs jeux Tiny Epic. Donc, j'ai bien hâte d'essayer celui-là avec les items Maple. Donc, c'est ça pour notre magasinage. C'est déjà fini. Déjà. Donc, inquiétez-vous pas pour le futur du podcast. On va avoir en masse de matériel prochainement pour vous en parler. Ouais. On est maintenant rendu à nos expériences de jeu. Un jeu que je crois qu'on vous a déjà peut-être un peu parlé, que c'est moi qui avais essayé, c'est le jeu Stockpile. Un jeu qu'on a acheté récemment aussi, qui faisait partie de notre grosse commande de 2 épisodes. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs sorti en 2015. Et c'est publié par Novo Games. C'est un jeu de bourse, en fait. En gros, vous allez vous constituer un portefeuille durant la partie avec des actions de 6 compagnies différentes et vous allez tenter dans les différentes rondes soit de vendre des actions qui sont en train de cracher ou de les conserver parce qu'ils multiplient leur valeur et vous donnent vraiment plus d'argent. Et le but, c'est d'avoir le plus d'argent possible à la fin d'un nombre X de rondes, dépendant du nombre de joueurs. Là. C'est vraiment un jeu, moi, que je trouve très intéressant. J'aime ça jouer un peu à cet aspect-là de bourse, de gérer est-ce que je devrais vendre, est-ce que je devrais pas vendre, parce que tous les joueurs à chaque ronde de jeu reçoivent une prévision de qu'est-ce qui va se passer avec une des compagnies. Donc ça c'est vraiment un aspect intéressant. Tu sais que mettons la compagnie bleue va crasher de 2 et là ça va la faire complètement cracher, tout le monde va perdre ces actions là, donc tu sais que toi tu vas devoir vendre tes actions de la compagnie bleue avant qu'ils perdent totalement leur valeur, que tout le monde doit s'en débarrasser là. Je trouve vraiment ça intéressant dans ce jeu là.
Oui, puis on a joué avec tes parents qui sont pas des habitués de jeux de société, mais qui aiment quand même ça. Puis je pense qu'ils ont bien apprécié le jeu. On a joué 2 parties dans la même soirée. Puis on va sûrement rejouer dans le temps des fêtes. Donc on est vraiment content que ça ait fait un hit familial. Puis, le commentaire de ma mère, c'est « Ah, j'aurais joué une autre partie, mais là, il est rendu trop tard. » Elle voulait rejouer encore, mais je pense qu'elle a bien apprécié. Donc, un autre hit familial, finalement. Mais ça a quand même pris une partie pour bien comprendre le jeu, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais après un tour, on comprend le principe, puis après une partie, là, on comprend c'est quoi la stratégie. Moi aussi, la première partie qu'on avait jouée, là, je savais pas trop. Puis aussi le fait que la première partie, on l'avait jouée avec le mode, je sais pas comment qu'ils l'appellent, là, mais c'est un mode comme un peu plus basic, où toutes les actions des différentes compagnies montent à la même vitesse et crashent à la même vitesse. Tandis que là, les autres parties qu'on a jouées avec tes parents, on a utilisé le bord du plateau où les différentes compagnies sont différentes. Donc, il y en a qui vont progresser plus rapidement, mais qui ont plus de chances de crasher, tandis qu'il y en a d'autres qui sont comme plus stables. Ça, je trouve que ça représente mieux, tu sais, le marché des actions dans la vraie vie. Puis ça met plus de thrill, là, pas mal. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que aller chercher une carte bleue ou une carte rouge, ben c'est pas nécessairement la même chose. Puis il faut y penser quand on va chercher des cartes, là. Pour expliquer un peu le fonctionnement, comment qu'on va chercher des actions, ça se passe avec des enchères, mais avant ça, il va y avoir un nombre de piles dépendant du nombre de joueurs et chacun va avoir 2 cartes. Il y en a certaines cartes que c'est des bonus des actions qui vont nous permettre de monter une compagnie de plus 2 ou moins 2 ou des frais supplémentaires. Et on va placer nos 2 cartes sur des piles, une face cachée, une face découverte. Et une fois que tous les joueurs ont fait ça, on va chacun miser sur les piles qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant d'enchère parce que faut vraiment pas trop dépenser dans ces phases-là parce que ça peut être très coûteux en fin de partie. Si on dépense 20 000 pour aller chercher une pile de cartes et que les autres joueurs dépensent 0 ou 1 000 et que finalement la pile qu'on est allé chercher n'était pas si intéressante que ça, je pense qu'on est vraiment perdant parce qu'on vient de dépenser 20 000 de plus que les autres pour peut-être aller chercher une action de plus qui vaut 4 000 ou 5 000. Donc il faut vraiment penser à notre affaire, mais des fois elles sont assez attirantes puis les autres sont vraiment moins attirantes. On voit que c'est des compagnies qui sont avec des valeurs de marché plus basses, mais c'est là que c'est intéressant de savoir quelle compagnie va monter ou baisser. Si on sait que une des piles a seulement des couleurs bleues, mais on sait que cette couleur-là va monter de 4 cases, de progresser de 4, que ça va vraiment faire monter sa valeur. Ben on sait que peut-être les autres joueurs sont pas intéressés à aller l'acheter parce qu'elle est peut-être à risque de crasher, mais là on va pouvoir miser peut-être pas beaucoup, 0, 1000, 3 000 $ puis faire vraiment un grand bénéfice sur ça. Donc c'est vraiment intéressant tout cet aspect-là de bluff aussi. Lorsqu'on arrive à la vente, parce qu'on peut toujours décider de vendre de nos actions juste avant de voir qu'est-ce qui se passe avec le marché boursier, et l'ordre du tour est vraiment intéressant parce qu'on peut bluffer par exemple tiens, je vais vendre mes compagnies mauves, mais finalement j'en ai aucune idée s'ils vont crasher ou pas, mais je veux juste me faire un peu d'argent, puis là, ça va peut-être inciter les autres joueurs c'est peut-être que la compagnie mauve va crasher, fait que je vais les vendre aussi. Puis ça peut être un aspect intéressant aussi si jamais parce qu'à la fin de la partie, il y a des majorités sur chacune des actions. Lui qui possède le plus d'actions de chacune des compagnies fait un 10 000 $ bonus. Donc ça peut être intéressant aussi, cet aspect-là. Donc, de mon côté, c'est un jeu que j'apprécie de plus en plus, puis surtout depuis qu'on a essayé l'autre côté du plateau, là, avec les différentes progressions, je trouve ça vraiment intéressant, puis je suis vraiment contente qu'on l'ait acheté, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de fun avec, là, dans le temps des fêtes avec nos familles, là. Ouais. Ça me paraissait compliqué à ma première partie, mais là, on s'est rendu compte que c'était plus facile de l'expliquer finalement. Tout le monde est capable de comprendre ça, puis c'était bien le fun. C'est accessible à beaucoup de monde, puis pour ma part, c'est vraiment un jeu que plus on est de joueurs, meilleur c'est. Là. Je pense qu'à 5, c'est là que ça va être le mieux, parce que justement, tout le monde va recevoir des prévisions des compagnies. Parce qu'à 4 joueurs, il y en a une des prévisions que personne ne sait, donc ça laisse un peu de hasard, mais je pense que à 5 joueurs, ça va vraiment être la version la plus intéressante, puis j'espère qu'on va être capable de la jouer.
Donc, c'est ce qui fait le tour de Stockpile. Un deuxième jeu qu'on va vous parler, et ensuite on va terminer la section expérience de jeu pour ne pas allonger l'épisode. On a quand même passé beaucoup de temps sur les différents événements ludiques. C'est le jeu Arkwright, un jeu pour 2 à 4 joueurs sorti en 2014. Un jeu publié par Capstone Game, un excellent jeu à mon avis de gestion, de très belle première impression, mais un jeu de gestion très lourd où on doit gérer notre compagnie, nos stocks de différents produits qu'on veut produire, comme du pain, des vêtements, de la coutellerie. Donc au cours de la partie, on va vraiment incarner un gestionnaire d'entreprise qui manufacture des produits et qui veut les vendre selon l'offre et la demande. En gros, et on va pouvoir automatiser nos manufactures pour payer moins de salaire, justement, de remplacer nos employés qui coûtent de plus en plus cher, parce qu'il y a de moins en moins d'employés sur le marché, donc ils coûtent de plus en plus cher. Il y a vraiment une belle gestion à ce niveau-là, vraiment une très belle première impression. Moi, c'est un jeu, ça faisait longtemps que je voulais essayer, puis j'ai réussi à convaincre Marie-Lou d'y jouer avec notre autre ami, donc qui l'avait en sa possession. Donc très content de l'avoir essayé, ce jeu Arkwright, un jeu très lourd qui nous a duré peut-être 3 heures et qui donne beaucoup de mal pas de mal de tête, mais on pense beaucoup parce qu'il y a beaucoup de calculs mathématiques à faire sur différentes choses où on va faire des points à chaque tour de jeu, là. Moi, j'ai pas haï ça. Non. Mais pour moi, c'est trop lourd. J'avais l'impression d'être en train de travailler puis d'être en train de faire de la comptabilité quasiment. Là, c'était vraiment intense. Puis moi, des calculs mental, là, c'est pas ma force. Fait que ça fait travailler, j'avais de la misère un peu des fois à savoir combien j'allais faire de points puis tout ça. Puis à la fin, c'était un peu le free for all aussi, là, compter les points. Mais c'était quand même bien. Je trouvais que la thématique était vraiment intéressante, puis les mécanismes avec la thématique, ça fitait bien. Tu sais, comme tu disais, les employés, qu'on peut les automatiser, tu sais, je trouve que ça représente bien la révolution industrielle, puis je trouvais que c'était vraiment bien fait là pour ça. Mais je pense pas que c'est un jeu que j'achèterais pour rajouter à notre collection, malheureusement. Jouer une fois, là, je pense que c'est assez pour moi. Je pense que je vais aller le rejouer chez notre ami, mais moi j'ai vraiment apprécié ça aussi. Je l'ai pas mentionné, mais on peut aussi gérer notre valeur qu'on veut vendre notre produit, mais là ça va nous influencer sur si on vend en premier ou en deuxième ou en troisième. Donc on gère notre offre, pas notre offre, mais le produit, la valeur du produit qu'on veut vendre. Et il y a aussi façon d'exporter nos produits par bateau, mais ça nous donne ça fait chuter la valeur de nos actions, parce qu'au cours de la partie, on va avoir des actions et ces actions-là vont monter de valeur au cours de la partie, et à la fin, on va multiplier ce nombre d'actions-là qu'on a, multiplié par la valeur qu'on a réussi à faire augmenter au cours de la partie. Donc c'est cet aspect-là qu'on essaye au cours de la partie d'avoir la plus haute valeur d'action en jeu là, pour réussir à gagner. Des choses que j'ai trouvées intéressantes là, dans le jeu, c'est justement par rapport aux actions. Au début de la partie, on peut décider pour avoir plus d'argent de comme vendre des actions de notre compagnie puis essayer de les racheter un peu plus tard. Mais il faut être stratégique dans le moment qu'on rachète nos actions ou même en acheter plus que ce qu'on avait au départ pour avoir une plus grosse multiplication là. Mais c'est ça, parce que là nos actions au fil de la partie prennent la valeur, donc à un moment donné il faut se dire ben là mes actions sont pas trop chères, je vais investir, je vais en acheter. Mais là, si on en achète trop, ben on n'aura pas d'argent pour faire d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment gérer ça. Ça, c'était vraiment bien fait. Puis il y avait aussi l'exportation que par bateau, là, ça utilisait de nos marchandises qu'on aurait pu vendre pour faire de l'argent. Mais là, il faut les garder de côté pour les exporter. Fait que ça aussi, c'était vraiment bien fait. Là, c'était comme des dilemmes, là, je trouvais. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je commence à faire de l'exportation? Mais là, je pense que j'étais rendue trop tard dans la partie. Puis vous
me l'avais dit, mais je me serais peut-être lancée quand même. Mais tu sais, ça prend beaucoup d'investissement pour aller faire de l'exportation. Puis je pense que c'est ça qui vous a fait faire le plus de points, là. Fait que c'est un aspect important à ne pas négliger. Mais c'est ça, faut réussir à se rendre là, puis ça peut être un peu short à la fin là, pour réussir à le faire. Là. Puis en parlant des exportations, c'était vraiment intéressant. Puis moi, à un moment donné, j'ai mal planifié ma commande d'exportation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on va mettre une commande qu'on pense être capable de produire, mais si on la réussit pas, le client en veut encore plus. Donc, il va falloir en produire plus le prochain tour pour aller y vendre. Et là, c'est là que je me suis un peu tiré dans le pied. J'ai manqué ma commande, là, ça m'en a demandé plus. J'ai comme un peu perdu un peu mon tour avec des produits. Puis je pense que ça m'a coûté un peu la partie. Je pense pas que j'aurais gagné quand même. J'aurais peut-être été un petit peu plus compétitif, là. Mais c'était vraiment intéressant cet aspect-là de répondre à la demande du client, que tu peux pas y en envoyer moins que ce que tu as prédit. Pas prédit, mais dit que tu allais y envoyer. Puis c'est intéressant que le fait d'aller à l'international, ben ça te faisait baisser ta cote de crédit, pas la valeur de tes actions, parce que tes actionnaires trouvaient ça c'était un peu plus risqué de justement envoyer par bateau. Donc il y avait plein d'affaires intéressantes dans le jeu. Vraiment, moi j'ai vraiment apprécié. Ouais, je pense que c'est un bon jeu pour les gens qui aiment cette complexité-là. Ouais, non, c'est un jeu avec une énorme... Et le calcul... Je sais plus c'est quoi sa valeur de complexité sur Board Game Geek, mais je pense que dans les 4 et plus, là, si je me trompe pas, sur 5, là, c'est vraiment un jeu très complexe. Beaucoup de calculs en tête, mais finalement, c'est quand même facile à expliquer, facile à comprendre. Ouais, c'était pas ça le défi. Là, c'était essayer de prévoir un peu à l'avance, de se faire une stratégie à long terme, court terme... avec les travailleurs aussi, ça changeait pas mal d'affaires. Puis il fallait essayer de prévoir, est-ce qu'il va en rester beaucoup des travailleurs ou pas beaucoup? Parce que là, s'il en reste moins, on les paye plus cher. S'il en reste plus, on les paye moins cher. Fait qu'il faut prévoir combien ça va nous coûter, combien qu'on va faire. Dans le fond, faut vraiment calculer là, comme si on était entrepreneur, là, combien qu'on fait de profit. Puis en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, mais ceux qui ont plus une tendance vers ça, allez-y, vous allez triper. Non, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On peut aussi décider de manufacturer juste 2 produits, mais avoir de plus grande qualité, ou 3 ou les 4 produits disponibles, mais de moins grande qualité. C'est vraiment, on a tous les choix possibles. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Beaucoup d'options à nous, puis beaucoup de gestion que j'adore beaucoup. Bon, je l'achèterai probablement pas, mais peut-être, je sais pas. Juste pour le fun. Donc, c'est ce qui fait le tour du jeu Arkwright, un excellent jeu de gestion, belle première impression. J'ai vraiment hâte d'y rejouer à ce jeu-là. On est rendu à la section projet québécois et pour cet épisode-ci, on veut vous parler de l'organisme à but non lucratif Les Trois Lys, qui vise à promouvoir le jeu de société comme produit culturel au Québec ainsi qu'à valoriser le statut d'auteur à travers son prix Auteur d'ici. Et justement, ils étaient présents au salon du jeu de société à lequel on est allé. Et le dimanche, ils faisaient leur remise de prix. Parce qu'à chaque année, ils font des remises de prix pour les jeux enfants, grand public et passionnés. Tout ça depuis 2009. Ils remettent des prix à des jeux qui ont une édition francophone, en français. Et aussi, ils remettent un prix à l'auteur de l'année, l'auteur québécois de l'année. On vous invite à aller voir leur site. On va vous mettre le lien dans la page de l'épisode. Et aussi, comme je disais, ils font 5 jeux en liste pour chacune des 3 catégories à chaque année et un gagnant. Donc, depuis 2009, ça fait une bonne ressource de jeux que vous pouvez aller consulter sur leur site. Tous d'excellents jeux qui ont été finalistes dans chacune des catégories. Ça vous donne des bonnes suggestions. Là, si vous voulez acheter justement pour Noël, ça peut vous donner peut-être des jeux même plus anciens un peu. À partir de 2009, ça y a tout d'excellents jeux à consulter. Et justement, comme je disais, au salon du jeu de société, ils ont fait leur remise pour cette année, pour les gagnants de cette année. Pour le prix Auteur d'ici, c'est Christian Lemay qui a reçu le prix Auteur de l'année. C'est
le fondateur du Scorpion Masqué, et aussi à travers cette compagnie d'édition-là, il fait aussi des jeux à titre d'auteur. Et donc, ils lui ont remis le prix auteur de l'année. Donc, félicitations à lui pour ça. C'est justement le créateur de Maudite Momie qu'on a parlé dans l'épisode. Donc, pour les jeux qui ont gagné des prix dans la catégorie enfants, les jeux qui étaient en nomination, c'était C'est mon fort, Mahé, À la bouffe, Spinderella et Time's Up Kids. Et celui qui a gagné le prix, c'est À la bouffe du Scorpion Masqué. On connaît pas beaucoup ces jeux-là pour enfants, donc à part C'est mon fort qu'on a essayé justement au salon, on peut pas vous dire là de quoi ça a l'air, mais si vous avez des enfants, ben on vous invite à aller voir ça. C'est sûr que ça doit être des bons choix. Ouais, effectivement. Dans la catégorie grand public, les jeux qui étaient en nomination, Codenames, For Sale, Patchwork, The Game et Mysterium. Et c'est justement Mysterium qui a gagné le prix. Tous ces jeux-là, on les a déjà essayés, puis il n'y en a pas un là-dedans là, que j'ai pas aimé. Là. Celui qui a gagné Mysterium, ben c'est sûr que c'est moins notre genre de jeu parce que c'est un jeu où il y a des cartes avec des images et des symboles et il faut comme interpréter les symboles et ce qui se retrouve sur les cartes pour donner des indices à d'autres joueurs. Ça ressemble beaucoup à Dixit, mais avec un côté investigation. Ouais, effectivement. Si on peut dire. Moi, j'ai bien aimé ça, mais Jean-Philippe, c'est moins son style. C'est moins mon style, mais c'est vrai que c'est pas un mauvais jeu. C'est quand même un bon jeu, puis pour jouer à plusieurs, nous autres, on avait joué à 7, je pense, puis ça avait été le fun, là. Donc, c'est ça, les gens qui aiment Dixit, ben, ça peut être une bonne addition à votre collection. Puis les 4 autres jeux qui étaient en nomination, c'est tous des jeux qu'on aime beaucoup. Là. Je pense que j'aurais eu autant de misère à faire un choix parmi ces 5 jeux-là. C'est 5 jeux assez différents quand même. Là. On parle de game, un jeu co-op, juste de cartes, Patchwork, un jeu juste à 2 joueurs, de stratégie puzzle. For Sale qui est un peu plus de groupe en chair, puis Codename qui est un jeu plus de groupe de deviner des mots. Donc c'est vraiment des jeux tous assez différents. Ça devait être assez difficile de déterminer un gagnant parmi tout ça. Et finalement, dans la catégorie liste passionnée, il y avait en nomination Seven Wonders Duel, Amun-Re, Isle of Sky, Mombasa et Pandémie Legacy. Et non, ce n'est pas Seven Wonders Duel, mon jeu préféré qui a gagné le prix. C'est Pandémie Legacy, que surprenamment, on n'a pas eu encore l'opportunité d'essayer. Faudrait vraiment le faire, là, parce que il est classé premier sur le site de Board Game Geek et il vient de gagner ce prix-là. Donc, vraiment hâte de voir ça. Il y a vraiment beaucoup de hype autour de ce jeu-là. C'est un jeu, ça, Legacy, qui te demande de briser des cartes, de faire plein de choses, de détruire un peu ton jeu au cours de la partie, qui fait en sorte qu'il n'y en a pas vraiment sur le marché usagé. Donc, il faut aller vers le neuf et décider que ce jeu-là, ben, une fois qu'on va l'avoir passé. Mais je pense que c'est une expérience de jeu. C'est ça que le monde dise qu'ils l'ont joué. Là, c'est vraiment une belle expérience. Mais je pense qu'il faut la jouer peut-être un plus que 2, là, peut-être à 3, 4, peut-être pour avoir peut-être la sensation de plus jouer au jeu encore. Là. Mais bon, c'est à voir. Là, c'est un jeu qu'il faut vraiment, je pense, essayer un jour. On va l'acheter probablement un jour, c'est sûr, pour le jouer puis le passer comme tout le monde. Mais c'est quand même... C'est intéressant de voir que si on se ramène au Spiel de genre qui avait aussi Isle of Sky et Pandémie Legacy en compétition pour le passionné, et c'est Isle of Sky qui avait gagné pour le Spiel de genre. Donc c'est quand même intéressant de voir que bon, finalement pour là ici, ils ont décidé d'y aller pour Pandémie Legacy pour le liste passionné. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et Mombasa, moi c'est un autre bon jeu que j'avais essayé, mais j'ai juste essayé une fois puis j'avais bien apprécié aussi. C'est le fun de le voir en nomination.
Le seul qu'on connaît pas dans cette liste-là, c'est Amun-Re, qui va être essayé un jour, mais le nombre de joueurs, c'est 3 à 5 joueurs. 3 à 5 joueurs. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas encore essayé. On joue souvent à 2, comme vous savez. Mais c'est sûr que ça va se rajouter à notre liste de jeux à essayer. D'ailleurs, on l'a vu dans le Bazar de la Revanche, mais je pense que c'était une vieille édition, si je me trompe pas, là, Amun-Re. On l'a pas acheté. Celui que c'était à 3 joueurs, ben, des fois c'est moins intéressant dans notre collection. On sait qu'on le sortira peut-être un peu moins. Avant de vous laisser, on va terminer en répondant à 2 questions qui nous ont été envoyées par des auditeurs. Si vous avez vu passer ça sur Facebook, on a envoyé un appel à tous là, pour avoir des questions. On vous invite à nous soumettre des questions. On aimerait peut-être ça dans le futur, faire un spécial du podcast où on répondrait à toutes sortes de questions qui nous ont été envoyées par les auditeurs. Pour l'instant, on en a reçu 2, donc on va répondre. On va tester le concept. Ouais. Donc, la première question vient de WizBizFriskies sur Instagram, qui nous demande est-ce qu'il existe des concours ou des endroits connus pour promouvoir son jeu? Pour mettre un peu aussi en contexte, là, la question était plus longue que ça, mais c'est une personne qui étudie dans le monde du jeu de vidéo. Puis elle disait, bon, il y a souvent c'est quand même facile de promouvoir ses jeux dans le monde du jeu vidéo avec des trucs en ligne. Et là, elle se demandait, puis elle est intéressée par les jeux de société, puis elle se demandait justement, est-ce qu'il y a des endroits concours, des endroits connus pour promouvoir son jeu? Et est-ce qu'on peut répondre à ça? Premièrement, ben, je pense si c'est le but est de mettre sur le marché un jeu, ben, il y a la plateforme Kickstarter qui est très en vogue où on est capable de promouvoir un jeu à travers le monde. C'est accessible au grand public. Mais aussi, si c'est un jeu qu'on a déjà développé, ben, il y a tous les gros salons de jeux. Il y a le salon Spiel en Allemagne qui a lieu à chaque année. C'est là que justement que les prix de Spiel de char ou Jarès, je sais jamais comment le prononcer, il y a plusieurs personnes qui le prononcent de différentes façons. Il y a aussi à Cannes, justement, où est-ce que les prix de l'As d'or qui sont remis. Donc c'est 2 gros salons en Europe où il y a justement possibilité d'aller en tant que créateur du jeu ou compagnie d'édition, justement aller présenter les jeux qu'on a. Donc ça, c'est une façon de justement promouvoir ces jeux. Il y a aussi, je pense que incontournablement, ben je pense les groupes Facebook, c'est une place que si on a créé un jeu, qu'on veut le montrer au monde ou annoncer des bêta testing où on va s'annoncer, ben on va être à tel endroit puis on va pouvoir faire essayer le jeu. Donc ça, c'est une façon aussi de promouvoir son jeu. C'est sûr que les médias sociaux sont quand même incontournables, je pense. Pour cette façon-là. Du côté plus américain, on a la convention à Indianapolis, que le nom m'échappe complètement, mais vous allez la reconnaître. Le Gen Con, c'est ça, qui elle est une grosse convention justement pour aller vendre son jeu. Surtout, il y a beaucoup il n'y a pas de prix qui sont remis là, c'est vraiment juste une grosse convention où les éditeurs de jeux viennent justement vendre leurs jeux. Il y a souvent des nouveautés qui sont proposées dans ces salons-là. Puis une dernière façon que je pourrais rajouter, ben c'est les YouTubers. Je sais que du côté américain, ça marche vraiment beaucoup, là. Il y a beaucoup de gens qui vont envoyer une copie de leur jeu à quelqu'un comme les gars de Dice Tower pour qu'ils l'essayent et qu'ils donnent leurs premières impressions ou qu'ils fassent une évaluation complète du jeu, vidéo aussi qui explique les règlements des fois. Ça, c'est sûr qu'ils ont vraiment beaucoup d'abonnés, donc leur opinion va influencer beaucoup les gens, là, surtout Dice Tower, qui est pas mal le plus gros, là. Le plus influent, je dirais. Ouais, très, très influent. Donc c'est sûr que en faisant ça, ben on prend un risque un peu parce que ça se peut qu'ils l'aiment moins le jeu puis ils vont pas se gêner pour le dire. Mais si on est confiant en notre jeu, ben c'est sûr que de leur envoyer une copie puis en tout cas ils font vraiment beaucoup d'évaluations. Je sais pas s'ils évaluent tous les jeux qu'ils reçoivent,
parce qu'ils doivent en recevoir quand même beaucoup, mais sont très productifs. Là. Ouais. Puis aussi, il y en a d'autres YouTubers. Il y a il y en a plein d'autres. Rado qui fait beaucoup d'évaluation de jeux. Il y a aussi Board Game Geek, je pense qu'il est un peu associé avec Die Star Wars aussi, ouais. En tout cas, il y en a plusieurs autres. Il y en a beaucoup de YouTubers qui font ça, justement, qui peuvent vous aider à promouvoir votre jeu s'il est vraiment intéressant, s'il le trouve vraiment intéressant, puis que ça peut vous lancer un peu plus sur la map. Là. Et il y a aussi d'autres plateformes de socio-financement autres que Kickstarter qui peuvent être utilisées pour cet aspect-là. Je pense que c'est vraiment les façons les plus... à notre avis, là, c'est sûr qu'on n'a jamais lancé de jeu, donc c'est difficile des fois de... Mais je pense que c'est ce qu'on regarde. On regarde, c'est ça, les grosses conventions de jeux. C'est là qu'on va voir des grosses nouveautés. Les groupes Facebook, c'est là qu'on va vraiment passer beaucoup de jeux. Il y a aussi des blogs aussi qu'on peut aller lire... comme Trick Track qui peut faire la promotion aussi des jeux du côté français, justement. C'est une auditrice française qui nous a écrit. Donc, tout de quoi qu'on a parlé dans notre réponse, on va le mettre les liens là, sur la page pour que ça soit plus facile de retrouver tous les endroits qu'on a mis dans notre réponse. Et l'autre question qu'on a eue, ça vient du YouTuber professeur Board Game qui nous demande quel est le jeu en tête de notre liste pour les demandes de Noël. Je peux commencer. Moi, pour mes demandes de Noël, je suis allée avec des jeux que je connais déjà, que j'ai déjà essayé à la revanche ou ailleurs, puis que ils m'ont intéressée, mais que je trouve un peu cher ou qu'il y a comme quelque chose qui me fait hésiter à les acheter. C'est des jeux que souvent, si je les verrais usagés, je les achèterais, mais je veux pas les acheter neufs. Puis là, je me dis, Noël, c'est une bonne occasion de pouvoir ajouter ces jeux-là à ma collection. Donc, c'est ça, les jeux qui se retrouvent sur ma liste, c'est pas mal ça. Puis le jeu qui est en tête de liste, c'est Robinson Crusoe, qu'on a déjà joué une fois, que j'avais trouvé très intéressant. Puis il a l'air quand même assez difficile. J'ai le goût de l'explorer, puis de voir vraiment comment ça marche, parce que je trouve qu'après une seule partie, on n'a pas vraiment vu le jeu. On n'a pas vraiment vu beaucoup du jeu. Donc c'est ça le jeu qui est en tête de ma liste pour cette année. Et il y a une nouvelle édition qui sort, fait qu'on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais à ce niveau-là. Et de mon côté, j'ai plusieurs jeux en tête, encore là, que j'ai déjà joué, qui... Un peu comme Marie-Lou, quand je n'achète pas, parce que c'est le fun d'acheter des jeux qu'on n'a jamais joués. Et des fois, Noël, c'est une bonne occasion, justement, pour avoir des jeux qui nous ont intéressés, mais qu'on n'est pas prêt à débourser, justement, peut-être le plein prix pour acheter ce jeu-là. Mais le jeu qui est quand même au numéro 1 de ma liste de Noël, je pense, c'est Sight, que je veux vraiment jouer. Je l'ai pas encore annoncé, mais c'est ça, c'est ça. Je m'en doutais. Que j'ai vraiment le goût de jouer. Il y a eu un gros hype dessus, mais c'est vraiment le jeu qui est en tête de ma liste, que j'ai le goût de jouer. J'adore l'autre jeu de Jamie Steinmeier de le viticulture, puis je pense que ça va vraiment m'intéresser aussi. Sight, aussi avec sa version solo, là, j'ai justement parlé avec un peu de monde à propos de ça, puis il me disait que ça devrait m'intéresser aussi si j'aimais celle de viticulture. Donc je pense que Sight est en tête de ma liste. Donc je vais savoir quoi t'acheter à Noël si je réussis à le trouver, parce que là il a l'air très difficile à trouver. Ouais, il se trouve un peu, mais je pense qu'il faut faire vite. Mais bon, peut-être qu'il va se retrouver sous le sapin de Noël pour moi. On sait pas. On verra, ça va dépendre du Père Noël. Ouais. Donc, sur ce, on va terminer l'épisode. Donc, comme d'habitude, on vous invite à nous laisser des commentaires et aussi, comme on a mentionné tantôt, à nous envoyer des questions là, pour un jour faire un spécial. On aimerait ça, pouvoir passer un épisode à répondre à vos questions ou échanger avec vous. C'est toujours le fun. Ouais, puis continuez à nous laisser des commentaires là, sur Facebook. Là, c'est vraiment le fun de discuter avec vous et de vous poser des questions et vous répondez vraiment de façon en grand nombre. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir ces discussions-là. Donc, encore une fois, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois.